Salut les étudiants. Donc aujourd'hui, on va voir le stade préopératoire, enfin en partie. On va essayer de se rappeler ensemble de ce qu'on a déjà vu. Donc, avec la période sensorimotrice, on part des réflexes archaïques, le processus d'assimilation et d'accommodation, etc. Et à l'âge de 2 ans, au moment où l'enfant commence à parler avec des phrases, on va observer dans le cerveau des enfants que les choses commencent à s'organiser. On va passer avant ça à un stade d'émondage dendritique, c'est-à-dire que les neurones vont commencer à s'organiser et devenir de plus en plus efficaces en termes de connexion. Le premier stade, donc, est celui du préopératoire, enfin le deuxième stade. Et donc, le préopératoire va être caractérisé par des choses que nous avons déjà vues en classe ensemble, c'est par la capacité de l'enfant à se représenter le monde dans lequel il vit par des symboles, et des symboles qui représentent plusieurs idées, par exemple l'image de la maison. Et on voit ça assez facilement avec le développement du dessin. Donc ici, on part avec le développement du dessin au stade du gribouillage et on arrive ensuite au stade symbolique. Le stade symbolique, on le retrouve très facilement et on voit que l'enfant ne fait pas la différence entre ce qu'il pense et ce qu'il voit, puisqu'on voit ici un crabe qui vole dans les airs, on voit que les proportions au niveau de la maison ne sont pas respectées et on constate aussi chez les enfants de cet âge-là une façon symbolique de se représenter le monde, c'est-à-dire qu'ils représentent leur maison toujours avec le même dessin, même s'ils vivent dans un building par exemple. On voit aussi donc ici donc les proportions, il aime les fleurs, les oiseaux sont représentés par des V, souvent avec le soleil on voit aussi des yeux, un nez et une bouche. Pourquoi des yeux, un nez et une bouche? Eh bien parce que l'enfant se représente le monde de manière égocentrique et c'est un égocentrisme intellectuel. On avait vu ensemble l'expérience par exemple de la montagne où on voit que l'enfant, quand il est d'un côté ou l'autre de la montagne, il est incapable de savoir ce que l'autre voit et ce que lui voit. Il va forcément dire qu'il voit, il va décrire ce que l'autre voit en fonction de ce que lui voit vraiment. On a d'autres exemples aussi, comme on en avait parlé en amphithéâtre avec l'enfant qui se cache. Donc, du fait qu'il cache ses yeux et que lui ne vous voit pas, il pense que vous ne le voyez pas non plus, même si il est caché derrière la tenture et que ses pieds dépassent, ou bien qu'il se cache sous la table et il met juste sa tête sous la table et on voit ses fesses et ses pieds qui dépassent alors que donc c'est évident que vous pouvez le voir, mais lui ne s'en rend pas compte parce qu'il ne vous voit pas. Et donc cet égocentrisme intellectuel va avoir une conséquence sur le fait qu'il va attribuer ses propres caractéristiques à tout ce qui l'entoure. Donc le soleil est vivant, s'il fait quelque chose c'est parce qu'il en a envie, etc., etc. Toute cette façon d'envisager le monde va donner lieu à une caractéristique intellectuelle que l'on va appeler le syncrétisme enfantin. Alors, le syncrétisme enfantin, donc toujours selon Piaget, est un concept qui constitue un instrument commode qui permet de rendre compte du caractère de la plupart des manifestations psychiques de l'enfant, où tout est lié à tout. Et donc pour ça, bien, je vous invite à regarder une petite vidéo, qui est ici et qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'égocentrisme enfantin et le syncrétisme, mais encore plus en particulier avec la vidéo que je vais vous présenter maintenant. Et cette vidéo, finalement, va nous montrer ce qu'est le syncrétisme. Alors, le syncrétisme enfantin, donc, c'est l'incapacité de l'enfant à voir les choses en fonction d'un lien logique. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le dessin, on voit que les proportions ne sont pas bonnes, on voit qu'il peut attribuer la vie à des fleurs avec un nez et une bouche ou au soleil, etc. Et tout ça, ça lui permet finalement de vivre dans un monde plus ou moins sécurisé où tout a un sens même s'il ne comprend pas encore le monde dans lequel il vit. Regarde, il te regarde le signe, hein? Il aimerait manger quelque chose. Je sais du pain sec. Comment il fait pour rester comme ça sur l'eau, le signe?
Pour ne pas couler. Parce qu'avec ses pattes, Avec ses pattes. Oui. il bouge ses pattes, puis il reste sur place. Ah, Alors ici, on a un exemple très frappant de l'égocentrisme enfantin. Et donc, comme elle marche sur la terre avec ses pattes, elle va forcément transposer ce que sa perception à elle des choses sur le canard. Donc, si le canard flotte sur l'eau, c'est parce que il avance avec des pattes. Et les bateaux à côté, comment ils font pour rester sur l'eau? Ils sont attachés. Oui, mais ils n'ont pas de pattes, les bateaux. Quoi? Ils ont des pattes, les bateaux? Les pattes, non. Pattes, non. Et comment ils font pour rester sur l'eau, pour ne pas couler? Eh ben, ils ont un moteur dedans. Les moteurs, ils sont arrêtés en hiver. Ouais, Oui. Et comment ils font pour rester quand même sur l'eau, pour flotter toujours? pour flotter Puis le toujours. moteur, il ne marche pas, le moteur. Mais là, ils ont attaché des chaînes. Des chaînes. Hein? Et quand il veut couler, il coule un tout petit peu. Il coule un tout petit peu. Parce que Et alors, ça, si ça on- la soutient. Ouais, si on Voilà, alors elle explique tout avec une logique qui est la sienne et qui ressemble très fort à sa propre vie. C'est-à-dire que quand elle est dans l'eau, bah, elle s'accroche au bord. Donc si on accroche le bateau au bord, il ne va pas couler. Donc jusque-là, c'est assez logique. Et donc pour qu'il ne coule pas, soit il doit s'attacher au bord, soit il doit faire comme les canards et utiliser son moteur. Donc ça, pour elle, eh bien, c'est la réalité telle qu'elle se la représente. détache les chaînes, ça va couler. Oui, ça. Ça va couler au fond de l'eau. Oui, c'est ça. Puis si je jette ce caillou dans l'eau, il va couler. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ouais. Et comment ça se fait que le caillou il coule et puis le bateau il coule pas? C'est parce que le caillou, c'est moins lourd C'est moins lourd que le bateau. Bateau. Ouais. Alors les choses toutes légères, elles vont couler. Ouais. Et les choses lourdes, elles restent sur l'eau. Non, les choses toutes légères restent sur l'eau. Toutes légères. Par exemple, du pain, ça reste sur l'eau. Mais le caillou, il est léger, il est léger. Oh, il n'est pas si léger que ça, je les jette dans l'eau. Oui, si tu veux, jette-le. Voilà, alors ici, donc, on a plusieurs exemples de l'égocentrisme enfantin. Ils font des liens de cause à effet entre les éléments qui n'ont pas de sens et qui souffrent de leur perception de leur environnement, qui est égocentrique et animiste. Animiste, c'est que chaque chose qui les entoure sont animées et ont une âme. Ça veut dire qu'il y a aussi une question de volonté. Si vraiment vous posez une question à un enfant de cet âge-là auquel il ne va vraiment plus savoir répondre, il va vous dire bah, parce qu'il en avait envie, parce que c'est ce qu'il voulait. Exactement comme un être humain alors que l'on parle d'une chose. Ça, c'est le côté animiste qui est le reflet de son égocentrisme enfantin, c'est-à-dire qu'il ne peut voir les choses intellectuellement que de son propre point de vue, il ne sait pas prendre le point de vue de quelqu'un d'autre, et le syncrétisme, c'est un peu le résultat de ce flou artistique finalement, où l'enfant va trouver des raisons à tout pour expliquer le monde dans lequel il vit. On a aussi ce qu'on appelle la notion de finalité et de causalité, donc c'est sa façon d'expliquer les choses. Il faut toujours qu'il y ait une raison aux choses et il faut toujours qu'il y ait un but poursuivi. Si le soleil se lève le matin, c'est parce qu'il cherche après la lune. Si les arbres font du vent, c'est parce qu'ils aiment danser. Et donc, cette vision du monde qui est finalement le reflet du monde artificiel dans lequel ils vivent, puisque quand j'appuie sur un interrupteur, la lumière se fait, et si la lumière se fait, c'est parce que je l'ai voulu, parce que j'ai appuyé sur l'interrupteur. Vous voyez, il y a toujours une notion de cause et d'effet, et de finalité, de but poursuivi qui doit être cohérent par rapport à son monde. C'est une façon aussi pour lui de se rassurer dans un monde qu'il ne comprend encore que finalement très peu. Il coule, tu vois. Et pourtant, il est quand même beaucoup plus léger que ce grand bateau-là. Comment est-ce qu'il fait le bateau là? On va pas couler. Le bateau, quand il coule pas, C'est parce qu'il est lourd ou bien? Je sais pas, parce que peut-être qu'il se retient. Il se retient. Peut-être qu'il tient sur l'eau. Oui. Mais le sucre, chaque fois qu'on le met dans quelque chose, bien sûr, ils font. Ils font. On ne le voit plus. On ne le voit plus.
Mais il reste quand même dans le thé ou bien? Mais oui, Et qu'est-ce qui reste dans le thé? Le sucre ou seulement le goût? le goût et le sucre. Le sucre aussi. Oui, Attends, on va voir. Hein? On va mettre le sucre. que je peux mettre. Oui, mais Tu vois, on le voit. on le voit. Puis maintenant tu remues. Remue, Remue. Comment on dit? Remue. remuer, Remuer. Renifler. remuer. Remuer. Et tu vois, on les voit plus. Voilà, on ne les voit plus du tout. Où est-ce qu'ils sont allés, alors, toutes les petites graines de sucre? Mais écoute, elles ont fondu maintenant. Ils ont fondu, donc il n'y a plus. Non, Il n'y a plus de sucre dedans. non, mais on sent le goût. Ah, on sent le goût, mais les petits morceaux, ils sont tout partis. Oui. Alors maintenant, tu essaies de boire et tu verras, ce sera sucré. Oui, tu crois? Alors, on boit. Et il fait comment pour voler l'avion? Avant, ben, je sais pas, moi, il a un moteur. Il a un moteur, oui. Bon, Ça évidemment. suffit pour voler? Mais il faut encore qu'on ait les clés, qu'on peut conduire, non? Ah oui. Mais alors une voiture, elle a un moteur aussi, hein? Mais bien sûr. Oui. Et pourquoi les voitures ne volent pas alors? Et parce qu'elles volent pas des voitures, elles sont des roues. C'est comme ça, elles volent pas. Elles ont pas des trucs comme ça. Ah, des trucs comme ça. Oui, vos ailes. C'est les ailes, oui. Alors les avions, ils volent parce qu'ils ont des ailes? Oui. Mais non, c'est parce qu'ils ont un moteur. Ben, oui, ben, un moteur qui fait voler. Oui, Ah. Et les voitures, ils ont un moteur qui ne fait pas voler. bien sûr. Mhm. Puis les oiseaux, comment ils font pour voler? Oh, C'est pas le les moteur? oiseaux, ils ont des ailes qui bougent, bon. Ah. Ah, Donc voilà, alors ici c'est assez amusant parce qu'on voit que les petites en ont marre des questions qu'elles trouvent stupides d'ailleurs, parce que dans leur esprit à elles, les choses sont très claires et très bien rangées et elles n'ont pas besoin qu'elles soient logiques. Et donc on voit bien ici qu'elles ne font pas le lien entre l'aile, le moteur, le fait que les ailes de l'oiseau bougent, celles de l'avion ne bougent pas, le moteur de la voiture qui ne sait pas voler. Donc tout ça, c'est très caractéristique de l'environnement de l'enfant. regarde. Non, tu Et as après- pas vu des oiseaux qui volent. Mais oui, on en a Alors pas. pourquoi tu Regarde, me là, demandes les encore oiseaux. ça? Oui. Et si on faisait un avion avec les ailes qui bougent? Ben, ils ne pouvaient pas voler. Ils pourraient voler quand même. Non, Pourquoi non. pas? Parce qu'ils pourraient pas. C'est comme ça. Pourquoi elles tournent? Je sais pas, à cause du vent. C'est le vent qui le fait tourner? Bien sûr, c'est du vent. Ah. Puis le vent, ça vient d'où le vent? Le vent, ça vient des arbres. Des arbres? Oui, bien sûr, monsieur. Comment ça? Explique-moi, comment ça vient des arbres? Et quand les arbres se balancent, et Ils font du vent. bien sûr. Si on n'a pas à cause du vent, Et puis comment ça se fait que les arbres se balancent? Pourquoi ils se balancent? mais parce qu'ils ont envie de se balancer, je sais pas moi. Ah, ils ont envie de balancer pour nous faire du vent à nous? Oui, Oui? Voilà, donc ça c'est un bel exemple d'animisme enfantin. Donc elle attribue une volonté aux arbres. Pourquoi est-ce que les arbres se balancent? Parce qu'ils en ont envie. Donc voilà, on va arrêter avec cette vidéo et on va en revenir finalement à notre syllabus. Et donc voilà, je vais le mettre maintenant, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique dans la pensée de l'enfant de 2 à 7 ans? On a l'égocentrisme intellectuel,
qui va faire que l'enfant ne sait pas se distancier de son propre point de vue pour appréhender le monde dans lequel il vit. Ça a comme conséquence qu'il va attribuer la vie et toutes les caractéristiques humaines à absolument tous les objets qui l'entourent. Donc c'est pour ça que les dessins animés, évidemment, de Bob le bricoleur qui discute avec sa clé anglaise, font foison sur les écrans et dans les dessins animés pour les enfants. Et ça a comme conséquence aussi eh bien, que la pensée de l'enfant est finalement syncrétique. Il ne fait pas de lien logique entre les éléments. Alors, la notion de syncrétisme est aussi appelée globalisme. Donc le globalisme et le syncrétisme, ce sont deux mots qui veulent dire la même chose. Donc ici, vous avez des éléments que vous pouvez lire dans le syllabus et on va ajouter donc deux notions importantes au niveau du syncrétisme enfantin. C'est la notion de causalité. Donc l'enfant pense que tout ce qui arrive est le résultat d'une volonté. La lumière qui s'allume parce qu'on a allumé la lumière. L'enfant attribue cette causalité à tout ce qui l'entoure, le soleil se lève, etc. Et une représentation aussi symbolique, la fin du stade sensorimoteur sera caractérisée par l'apparition du langage et la capacité de l'enfant à se représenter des choses et des actions mentalement. Cette faculté de se représenter des choses mentalement vont petit à petit se complexifier pour aller vers un stade que l'on appellera le stade opératoire, c'est-à-dire le moment où l'enfant sera capable de réaliser des opérations mentales. Dans le stade opératoire concret, on va voir des éléments qui retournent également du stade préopératoire. Comme quoi, par exemple? Eh bien, comme les mathématiques. Puisque l'enfant a une pensée syncrétique, vous comprenez bien que la notion de calcul est extrêmement compliquée pour un enfant qui a moins de 7 ans. D'ailleurs, on commence l'enseignement des mathématiques traditionnelles un peu trop tôt, et en particulier pour les enfants de 5 ans et demi qui arrivent déjà à 5 ans et demi en première primaire. La notion du nombre n'est pas possible en réalité pour un enfant de moins de 7 ans parce qu'il va avoir beaucoup de mal de comprendre qu'une chaise plus une table est égale à 2 objets. Il a beaucoup trop de mal à se distancier du monde réel, c'est-à-dire du monde concret des objets qu'il peut toucher, manipuler, pour arriver à des notions d'abstraction totale comme le nombre 1 qui symbolise 1 quelle que soit la taille de l'objet qu'il représente. La notion de 1, 2, 3, 4, tous les nombres d'ailleurs sont des notions d'abstraction quand même assez élevées. Ce sera pareil avec les idées comme quoi 1 plus 2 égale 3, donc 3 moins 2 égale 1, donc 3 moins 1 est égal aussi à 2. Tout ça, ce sont des notions mathématiques qui vont être extrêmement difficiles. Elles vont l'être dans la notion même de mathématiques, puisque lui va encore associer, par exemple, la notion du nombre avec la notion de la grandeur. Et il y a aussi une chose qui est vraiment caractéristique chez les enfants du préopératoire, c'est que leur pensée n'est pas réversible. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un objet puisse être par exemple, à la fois plus grand que quelque chose et à la fois plus petit qu'une autre. Donc un enfant de 2-3 ans, par exemple, s'il est plus grand que son petit frère, ça peut arriver, s'il est plus grand que son grand frère, par exemple en taille, ça restera quand même le grand frère et lui le petit, même s'il est plus grand. Mais accepter l'idée qu'il est plus grand en taille mais plus petit en âge, ça c'est quelque chose qui ne va pas être possible. Donc il va prendre un seul des deux critères, mais il ne va pas pouvoir mélanger les deux. Et c'est pour ça aussi que la notion de numération, quand il doit compter donc l'ordre des nombres pour un enfant, s'il est capable de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. assez vite, il le fait uniquement de mémoire, mais il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait, parce qu'il ne peut pas comprendre qu'un nombre 3 est à la fois plus grand que 2 et plus petit que 4. C'est une double notion que l'enfant ne peut pas comprendre. De même qu'il ne va pas comprendre les tableaux à double entrée, ce qu'on va absolument éviter comme exercice dans l'enseignement maternel en première et deuxième maternelle. On va commencer avec les tableaux à double entrée seulement en troisième en disant un triangle peut être à la fois rouge et à la fois avoir 3 côtés, par exemple. Si on lui demande de faire le lien entre ce qui est rouge en abscisse et ce qui a 3 côtés en ordonnée, eh bien ce genre de tableau pour un enfant de première ou deuxième maternelle, c'est complètement casse-tête, ce n'est pas possible. Il ne sait prendre qu'un seul critère en considération à la fois.
Et donc c'est ce qu'on appellera le manque de transitivité chez l'enfant qui est au préopératoire, et ça on le verra plus en détail au moment de l'étude du stade opératoire dans une prochaine vidéo. Si on revient à notre synthèse finalement, qu'est-ce qu'on a au stade préopératoire? Eh bien on a tous les éléments dont je vous parlais. L'enfant est au préopératoire, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il sait internaliser une action et anticiper ses actions. Il ne va plus faire comme le bébé de jouer avec tout ce qu'il voit en laissant tomber carrément tout ce qu'il a en main parce qu'il voit autre chose. L'enfant au préopératoire va commencer à anticiper et il va dire tiens je vais aller dessiner, je vais jouer avec ma dinette, je vais faire ceci, je vais téléphoner, etc., etc. Donc intellectuellement, pour prévoir de faire quelque chose, il faut s'imaginer dans sa tête le faire avant, parce que sinon ce n'est pas possible. Et sa représentation du monde va être principalement symbolique. L'acquisition du langage, comme on le verra avec le socioconstructivisme en psychologie des apprentissages dans une prochaine vidéo, eh bien on va voir que le fait de commencer à parler, le langage va un petit peu catalyser la façon de penser de l'enfant et va surtout l'aider à avoir ce qu'on appelle un langage intérieur qui lui permettra de penser intérieurement en lui-même, comme se parler à lui-même si vous voulez. Les dessins à ce stade-là sont schématiques. Donc on a vu que l'enfant était égocentrisme sur le plan intellectuel et que donc sa vision du monde était syncrétique et que du coup, eh bien, il avait une pensée dite animiste qui lui confère une vision du monde artificialiste avec des notions de finalisme et de causalité systématique. En conclusion de tout ça, quand on enseigne avec des enfants de moins de 7 ans, et de toute façon bien après aussi, mais encore plus maintenant, il est absolument nécessaire de toujours travailler par induction. Il faut absolument que l'enfant manipule les objets avec ses mains, ses 5 sens, pour pouvoir les intégrer. Et ça va être la même chose pour les mathématiques. On a vu qu'en mathématiques, ils étaient incapables de comprendre la place du nombre dans une série 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra aussi qu'il sera incapable de représenter une série du plus petit au plus grand, de classer des bâtonnets entre eux. On verra aussi que avant le stade préopératoire, il va avoir beaucoup de mal à comprendre la notion du nombre. Et ce sera encore vrai au stade opératoire, puisque sa pensée ne sera pas transitive, parce qu'il sera incapable de faire des inclusions de classe, et parce qu'il sera incapable aussi de comprendre la notion même abstraite d'un nombre indépendamment du caractère physique que ce nombre représente, par exemple une table, une chaise. Et donc ça, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes à bien comprendre. L'enfant au stade préopératoire commence à se représenter le monde, mais cette représentation est encore fortement illogique. Alors on voit ici qu'il y a la théorie de l'esprit de Freud, c'est quoi? Eh bien la théorie de l'esprit, c'est la même chose que pour la rencontre avec le monde des objets, mais c'est avec le monde des êtres humains. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas encore être capable d'empathie de manière spontanée et morale. Ses seules capacités d'empathie vont être le reflet de la manière dont le monde social réagit autour de soi. Donc, par exemple, je mords un copain, ce copain-là se fâche et me donne un coup, et en plus je pleure, eh bien, je vais découvrir que quand je mords à quelqu'un dans le bac à sable, par exemple, eh bien, cette personne réagit. Et donc, je vais apprendre comme ça que le fait de mordre, ça fait mal, parce que peut-être aussi que cet enfant-là va me mordre aussi. Et donc, on va voir les notions d'égocentrisme moral, social et la notion intellectuelle qu'on a vue avec Piaget. Les normes, l'égocentrisme moral et social, nous le verrons au moment du chapitre bleu, donc beaucoup plus tard. Alors, quelles sont les compétences cognitives que l'enfant au stade préopératoire va acquérir? Eh bien, il va être capable de faire des classifications, mais ce seront encore des collections figurales. Et à 5 ans, ce seront des collections fondées sur des ressemblances par tâtonnement. Ça veut dire qu'il va devoir manipuler les objets pour pouvoir les comparer les unes aux autres et de pouvoir les classer. Seulement, ces classements vont encore rester très
très peu centré sur plusieurs critères. Donc il va par exemple mettre toutes les formes bleues d'un côté, toutes les formes rouges, ou bien il va choisir un autre critère, il va mettre toutes les formes à 3 côtés d'un côté, toutes les formes à 4 côtés de l'autre, mais il va avoir du mal à faire un tas de formes à 3 côtés rouges et à 4 côtés rouges, et donc voilà, il va avoir du mal à prendre plusieurs caractéristiques différentes pour classer de manière complexe des éléments entre eux. Il va juste prendre un seul critère. Sériation, il compare les éléments d'une série 2 à 2, puis évolue par tâtonnement. Ça veut dire que si je lui demande de classer des bâtonnets du plus petit bâtonnet au plus grand bâtonnet, eh bien, il ne saura pas le faire visuellement ou intellectuellement. Il va falloir qu'il prenne vraiment chaque bâtonnet 2 à 2 pour réussir à réaliser une série. Et même s'il a déjà testé un petit bâtonnet, il va falloir encore qu'il le reteste et le reteste et le reteste. Il va à l'école et se détache de sa mère, change facilement d'adulte de référence au niveau social. Il clairement avec des phrases comme on l'a vu dans l'évaluation du langage. Au niveau du dessin, il est dans le schématisme, donc c'est le dessin symbolique. Au niveau du jeu, ce sont des jeux d'imitation. Vraiment à fond, à fond, à fond. Et au niveau de l'autonomie, eh bien c'est l'âge aussi, à partir de 2 ans, où l'enfant veut faire des choses tout seul. C'est vraiment caractéristique de cet âge-là. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire à cet âge-là? Il est incapable de transitivité, incapable d'inclusion de classe. Il est incapable aussi d'avoir une pensée dite réversible.